Bienvenue sur l'épisode 38 de Plein Potentiel. C'est important pour moi de recevoir des invités variés sur le podcast. D'un, parce que je m'intéresse moi-même à des sujets variés, mais aussi parce que je veux transmettre que peu importe ce que tu fais dans la vie ou ce que tu veux faire, je pense que tu peux apprendre de quelqu'un qui a réussi dans son domaine, même si c'est pas ton domaine à toi. Alors, quand je reçois des entrepreneurs comme l'invité d'aujourd'hui, j'essaie vraiment d'apporter des informations qui puissent être généralisables et qui peuvent t'aider à atteindre ton plein potentiel, peu importe ce que ça signifie pour toi. C'est dans cette optique que j'ai reçu Marco Bernard pour cet épisode-ci. Marco a démarré 21 entreprises au cours de sa vie. 18 de celles-ci n'existent plus aujourd'hui. Alors, il y a deux manières de voir ça. Est-ce que ça signifie qu'il a échoué à 18 reprises et qu'il a réussi 3 fois seulement? Je crois pas nécessairement. Je crois qu'il a plutôt appris à 18 reprises. C'est en essayant différentes choses qu'il a appris à se connaître en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Marco gère aujourd'hui son entreprise personnelle avec laquelle il enseigne à des professionnels, des entrepreneurs, des coachs, des gérants d'entreprises à écrire et produire du contenu audio et du contenu écrit qui soit hautement engageant pour ses abonnés, pour sa communauté et qui puisse permettre à ces personnes-là de générer des revenus qui soient profitables. Marco travaille aussi au sein de Production Extrême, qui est l'entreprise familiale. D'ailleurs, l'entreprise a gagné récemment un prix assez prestigieux. C'est une entreprise qui font des articles et des vêtements promotionnels. En plus de tout ça, il a aussi un podcast qui s'appelle l'Académie du podcast, qui est non seulement un balado, mais qui est aussi une sorte de plateforme de formation qui peut permettre à n'importe qui, en fait, à des individus qui veulent démarrer leur podcast, à apprendre comment ça marche un podcast, comment démarrer ton podcast. En plus de l'Académie, Marco anime l'Accélérateur, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de vente et de marketing. Et dans le cadre de ce podcast-là, il a reçu des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs à succès. Non seulement Marco a de l'expérience en entrepreneuriat, mais il a aussi discuté avec plusieurs entrepreneurs à succès, ce qui fait qu'il est bien placé pour savoir ce qui fait la réussite d'un entrepreneur. On a d'ailleurs parlé de ce sujet, mais aussi de comment faire pour que ton podcast rapporte, de comment créer du contenu qui soit hautement engageant et aussi de l'impact positif que peuvent avoir les échecs. Vous savez, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus et que j'aime beaucoup discuter avec mes invités. Avant de vous laisser avec cet épisode, je vous rappelle que mon nom est Francis Lapointe et que je peux vous aider à propulser votre performance à un autre niveau. J'offre des services de coaching en préparation mentale et je peux t'aider à te bâtir un mental solide, à gérer tes émotions, à gérer tes pensées, à te préparer aussi pour une compétition ou une performance importante et en gros, à t'aider à te fixer des objectifs qui soient élevés et à t'aider à les atteindre. Si tu veux avoir plus de détails sur les services que j'offre, tu peux aller voir mon site internet francislapointe.ca ou encore m'écrire en message privé sur Facebook ou Instagram. L'épisode 38 de Plein Potentiel démarre dès maintenant avec mon invité Marco Bernard. Bonne écoute. Merci d'être là premièrement parce que c'est super généreux là, considérant que d'après mes recherches, tu as l'air d'être quelqu'un d'assez occupé. Là. Oui, oui, surtout ces temps-ci avec au moment où on enregistre, là, on sait qu'on est pas mal à la sortie de la COVID, on va dire. On espère, en tout cas, à la sortie. Ouais, c'est en train de descendre là au moins. Là. C'est ça, donc c'est très occupé ces temps-ci. Fait que pour toi, il y a eu un effet, t'es plus occupé qu'avant?
Oui, dans toutes les business que j'ai, c'est plus occupé qu'avant. Dans une des business, on est dans de la fabrication, fait on fait de la fabrication au niveau des trucs médicaux, fait que ce soit Ah ouais. masques, C'est ça avec Production Extrême, ça? ouais, avec production extrême, OK. c'est ça. Donc, ça, c'est une entreprise familiale que j'ai avec mon père et mon frère. Et présentement, dans cette entreprise-là, parce qu'on produit des trucs en biens essentiels, on a 4 employés de plus qu'on avait avant le début de la COVID parce qu'on a été obligé d'embaucher. Puis on pourrait Ah ouais. embaucher encore. Là, on est à peu près une équipe de 35 à peu près. Là, on pourrait être à 50 puis on aurait de l'ouvrage pour en faire pour 50. OK. On Quand est même. obligé de refuser des contrats. Ouais. Vous êtes Ouais. une bonne équipe quand même, là. Ouais, fait que c'est ça. Mon entreprise personnelle, ben il y a beaucoup de demandes au niveau de la formation, les gens qui viennent vers moi pour les aider à se faire former. Puis là, en plus, ben il y a des subventions qui payent 100% des salaires, 100% des formateurs. Fait que ça aussi, ça aide là. Ah ben oui, oui. C'est intéressant de ce côté-là. Vraiment, Puis ouais. dans l'autre entreprise, ben on est en processus négociation. Il y a des gens qui veulent nous acheter puis tout ça. Donc, bref, c'est ça. Ça roule. C'est occupé, pas mal. Ouais. Bon, ben ça tombe bien qu'on parle un peu de ça parce que les derniers podcasts que j'ai faits, ben j'essayais d'aborder le COVID là, parce que c'est une réalité pour tout le monde, peu importe athlète, entrepreneur, travailleur de n'importe quel domaine, là, on est tous affectés par ça. Ouais. Puis ben de ton côté, j'ai vu que tu avais écrit en fait un texte récemment là sur comment que la période actuelle peut être une période de renouveau en même temps, fait que comment que ça peut être parfois positif ou tu sais il peut y avoir des opportunités à saisir. Ouais. C'est quoi ce fameux renouveau? C'est quoi ces opportunités-là là, que les gens peuvent aller saisir selon toi? Ben, en fait, n'importe quel temps mort, n'importe quelle situation, puis j'avais écrit un article sur qu'est-ce qui est intéressant. J'ai fait même un épisode de podcast là-dessus sur qu'est-ce qui est intéressant de faire quand on est dans un temps qui est plus tranquille. Et j'ai publié ça, cet épisode-là ou cet article-là, à quelque part, je pense, à la fin février, début mars, sans savoir qu'on s'en allait vers ça. Et puis, ben, c'est ça. Fait que c'était un peu peut-être annonciateur de ce qu'on allait vivre. Ouais. Ben, tu sais, en fait, pour moi, c'est l'occasion justement de travailler sur ta business plutôt que de travailler dans ta business. Parce que quand tu es dans le temps le plus occupé de l'année, ben, tu es souvent pogné pour être vraiment en train d'aller éteindre des feux, donner un coup de main ici. Tel employé, il est malade, il n'a pas le temps de finir son dossier, tu es obligé de jumper in pour être capable d'aller finir ce dossier-là pour qu'il sorte pour la date. Tu sais, il y a plein de feux à éteindre, comme j'appelle, puis tu n'as pas le temps de travailler sur la business. Quand c'est plus tranquille, ben là, automatiquement, tu as un peu plus de temps. Puis c'est souvent là que tu peux te permettre de faire de la planif pour les mois qui s'en viennent, justement les mois qui vont être un peu plus occupés. Soit planifier tes embauches, soit regarder pour justement créer du contenu, des choses comme ça. Fait que moi, j'aime bien profiter de ces moments-là. Puis d'ailleurs, je le fais souvent quand je suis en vacances. C'est un des moments les plus productifs que j'ai. Ah ouais? Ouais, parce que je peux être en vacances, par exemple, sur une plage. Je vais toujours amener un petit cahier pour prendre des notes. Moi, je suis old fashion là-dessus. Là. Au lieu de noter dans mon téléphone ou sur une tablette, je vais noter à la main dans un cahier. Ouais, puis, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu de même aussi, là, surtout sur la plage, là, en fait, parce que l'éclairage peut être dur un peu à travailler sur un ordi. Là. Exact, c'est ça. Fait que j'amène mon cahier, puis à un moment donné, tu sais, des fois, je vais pas tellement écouter de la musique sur la plage, je vais juste me coucher, je vais relaxer, je vais écouter un podcast ou je vais écouter une vidéo ou un livre audio, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, il y a une idée qui va me popper, puis là, je vais partir, puis je vais écrire 3 pages, puis c'est quelque chose que je vais mettre en place, mettons, dans les 6 prochains mois, puis tu sais, c'est comme ça qu'ils me viennent mes meilleures idées. C'est là, puis dans ma douche. Fait que c'est 2 moments qui font en sorte qu'à un moment donné, j'ai pas de cahier dans la douche, par exemple. Mais c'est 2 moments qui me permettent d'aller chercher mes meilleures idées. Ouais, ben c'est de quoi que moi aussi je trouve que c'est des moments souvent où quand on est quand on a le cerveau à off, c'est là que les idées souvent vont apparaître. Puis moi, c'est souvent dans l'auto, là, j'arrive d'une fin de semaine chez mes parents, puis là, j'ai un bon 3-4 heures à réfléchir. Puis là, je pense à plein d'affaires. Fait que, mais tu sais, ça, c'est intéressant ce que tu amènes là en voyage. Tu sais, oui, on décroche, mais en même temps, toi, tu prends, il y a une importance quand même de noter les idées que tu as parce que c'est souvent des bonnes idées aussi, là. J'imagine que sinon, tu aurais perdu puis que tu aurais mis de côté, là.
Exact, c'est en plein Ouais. ça. Fait que très souvent c'est ça ou dans un livre. Fait que dans le fond, pour revenir à ce qu'on disait juste Ouais. avant, le fait de justement les moments plus tranquilles, ben ça te permet de faire ça te permet de reconnecter avec les gens, avec tes clients, avec tes prospects, ça te permet de reconnecter avec ces gens-là, ça te permet de reconnecter avec tes employés aussi. Tu sais, des fois, on n'a pas toujours le temps de dire de prendre le 10 minutes de plus à côté de la machine à café ou de carrément aller s'asseoir puis de jaser en prenant son café avec l'employé. C'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant les temps les plus occupés, mais que, justement, là, on peut se permettre de le faire parce qu'on est un petit peu plus lousse, entre guillemets, dans notre horaire. Puis, ces moments-là, c'est payant après parce que c'est des liens que tu crées avec ce monde-là puis qui vont faire en sorte que soit tu vas mieux les connaître pour éventuellement être capable de mieux leur parler, de mieux les faire performer peut-être éventuellement, de comprendre c'est quoi leur réalité, de comprendre c'est quoi leur réalité familiale, peut-être qu'il y a des choses qui vivent, peut-être qu'il y a des choses qui s'en viennent, sont peut-être en train de s'acheter une maison, t'es pas au courant, bref, c'est juste te mettre au parfum de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis des fois, c'est des nouvelles habitudes qui se créent, puis qu'à un moment donné, même si tu as moins le temps de le faire, ben tu t'obliges quand même à prendre un certain moment pour créer ces liens-là. Même chose avec les clients, même chose avec les prospects. Fait que c'est le temps de faire des choses que généralement, tu n'as pas le temps de faire parce que tu es trop occupé. Ou que, en tout cas, peut-être tu prends pas le temps de faire, on va dire ça comme ça. Là. Puis, comme je dis, des fois, ça crée des nouvelles habitudes qui font en sorte qu'à un moment donné, tu gardes ces habitudes-là par la suite. Oui, absolument. Puis j'aime bien ce que tu amènes au niveau des relations. Je pense que c'est de quoi qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se rendre compte de l'importance de connecter avec les gens, puis de l'importance de l'entourage, de l'importance des relations sociales. Puis ça, c'est de quoi que j'espère en fait qui va rester après. On dirait qu'on prend plus le temps vraiment de discuter avec les gens puis de voir comment ils vont. Là. Ouais, t'as raison. Ouais, effectivement, il y a du positif là, à travers tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Puis sinon, on en parlait un peu tantôt. Pour toi, de ton côté, qu'est-ce que ça a changé, la crise du COVID? Tu as parlé un peu que tu travaillais plus, en fait. Ouais. Sinon, y a-tu d'autres choses? Quelles sont les opportunités que pour toi, elles se sont présentées? Est-ce qu'il y a même des changements dans ta manière de voir les choses, peut-être, au niveau entrepreneurial, au niveau personnel? Ouais, changement, c'est un bon point que tu apportes, Francis, parce que c'est tu sais, nous, dans l'entreprise familiale, on est une business qui est très, très traditionnelle, là, on s'entend. On fabrique des vêtements. Fait que ça peut, mettons qu'on fait partie des types de business les plus traditionnels parce que, à titre d'exemple, il n'y a même plus de formation de base pour notre domaine à nous, là, tu sais. Okay. Si je veux trouver une couturière, moi, là, ça n'existe plus, là. Une formation en couture, ça n'existe plus. Ouais. Dans mon temps, j'étais un des derniers au secondaire qui avait encore un petit cours de couture qui durait genre 3 mois, là, une session, là, à raison d'un cours par 9 jours ou 6 jours, je me rappelle pas. Là. Puis il nous apprenait un peu comment faire un coussin, faire des trucs comme ça, mais au moins les rudiments de base de comment ça fonctionne une machine à coudre, comment ça fonctionne enfiler une aiguille, ces choses-là. Fait que tu sais, ça s'est perdu. On n'a plus ça maintenant. Et on peut même plus avoir de gens qualifiés qui viennent à nous. Donc, on est très, 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 très traditionnel comme type d'entreprise. Puis le fait que ce soit ça, puis que là, on doive, on est obligé d'aller vers des trucs qui sont un peu plus online. On n'a pas le choix parce que les gens se déplacent moins. Présentement, les gens se déplacent pas. Ils viennent pas commander. Fait qu'il a fallu qu'on fasse des formulaires en ligne. Il a fallu qu'on trouve une façon de bâtir nos formulaires en ligne pour faire en sorte qu'on était capable d'intégrer de la personnalisation dans ça sans avoir une machine. Ça existe des machines pour faire ça, là. Des machines, je parle des outils web pour faire ça. C'est des trucs à plusieurs centaines de milliers de dollars qui existent, qui sont là sur le marché. Mais pour intégrer rapidement, là, en l'espace de quelques jours, pour être capable de fonctionner, il a fallu sortir des bord assez rapidement. Puis ça nous fait réfléchir à savoir comment on va orienter le futur de l'entreprise justement sur
sur les façons de faire les choses en ligne, ça réglera pas notre problème de main-d'œuvre. Le problème de main-d'œuvre va se régler d'une autre façon, mais la façon d'intégrer la relation avec les clients et le web, ben ça nous a amené une foule de réflexions. Puis on est en train justement de regarder là, comment on va mettre en action toutes ces choses-là. On a profité, nous, des programmes de formation pour essayer d'aller chercher des trucs très, très, très pointus à certains endroits. Qui justement vont faire en sorte que ça va nous aider par la suite là, à optimiser, parce que tu sais, sans être un expert dans le marketing web, j'ai quand même une bonne base dans à peu près tout ce qui se fait sur le marketing web. Fait que, tu sais, je suis capable de mettre en place une foule de trucs, mais pour optimiser tout ça, pour être vraiment ça coche puis que ça prenne le moins de temps possible, on est allé s'entourer de formateurs qui pouvaient nous donner ces notions-là là, qui font en sorte qu'on va être capable d'être encore plus efficace après la COVID. Donc, OK. Ouais, c'est intéressant, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui vont se mettre à, même après ça, à plus penser au futur. Là. Moi, c'est de quoi je me rends compte que je pensais pas nécessairement 2-3 ans d'ici. Est-ce que, s'il arrive de quoi, est-ce que j'ai un emploi sécuritaire? Est-ce que j'ai des économies? Fait que je pense qu'on va commencer à considérer un peu plus tout ça. Là. Puis, fait que j'aimerais un peu, maintenant qu'on revienne en arrière, qu'on parle un peu de ton parcours, où ça a démarré, ton intérêt pour l'entrepreneuriat, puis peut-être aussi parler de ton parcours, si jamais tu as un parcours collégial, universitaire, quel genre d'études tu as fait aussi? Là? Oui, ben écoute, moi j'ai pas de parcours, j'ai un parcours collégial standard. J'ai étudié en sciences humaines, version dans le temps ça s'appelait sciences humaines avec un profil comptabilité. OK. Et puis qui est pas terminé, qui a été fait là, qui a été fait en bonne partie, mais qui était dans le fond à ce moment-là, il y avait l'entreprise familiale qui était là, puis qui avait vraiment besoin d'avoir mes services rapidement. Fait que dans le fond, j'ai juste laissé ça, puis je suis allé dans l'entreprise familiale tout de suite. Donc au niveau académique, ça ressemble à ça. Sinon, le reste... excuse-moi de t'arrêter, c'est l'entreprise familiale, c'est vraiment la plus vieille entreprise là, que tu as actuellement là, qui fonctionne là. Oui, ben c'est une entreprise qui est là depuis 1956, donc ça fait un sale bout que c'est là. Puis mon père a acheté ça au début des années 80. Et là, ben il y a mon père, mon frère et moi on est dans l'entreprise. OK. Fait que ça a été ton entrée dans l'entrepreneuriat. Là, tu viens d'une famille quand même qui a l'esprit entrepreneurial. Ouais, pas vraiment mon entrée par contre, parce qu'avant ça, il y a eu quelques entreprises individuelles que j'ai eu, des entreprises personnelles. J'ai eu notamment un bar pour jeunes de 14 à 18 ans. Donc, c'était un 14-18, comme on appelait dans le temps. Ça n'existe plus vraiment, ça, mais c'est ça. Donc, on a eu ça pendant 3 ans, presque 3 ans. Et puis, c'était une super belle aventure. Ça m'a appris plein de trucs. Là. Et puis, quelques autres petites business ici et là avant d'aller vraiment dans l'entreprise familiale par la suite. Okay. Donc, fait que c'est ça. Fait que mon parcours, sinon, le secondaire, c'était dans un collège privé standard, là, et c'est ça. Fait que le reste, ça a été vraiment d'apprendre sur le tas, là, au niveau de l'entrepreneuriat. OK. Fait que tu as appris vraiment par expérience. Tu n'as pas aussi une formation en administration des affaires? Ben, c'est ce que j'ai eu au cégep, en fait. OK. Ouais. OK, c'est bon. Puis, au niveau de production extrême, là, j'ai vu que vous avez obtenu un prix là, tout récemment qui est quand même de quoi d'assez prestigieux. Veux-tu nous en parler un peu? Ouais, c'est un super beau prix, c'est très cher. Puis c'est juste plate que la COVID est venue nous couper les ailes un peu là-dessus parce qu'on avait planifié faire des relations publiques toute l'année là-dessus puis essayer de rouler notre boss le plus possible. Puis là, ben ça nous a un peu mettons que le spot a été enlevé de là-dessus là, assez drastiquement. Mais oui, ça a été une super nouvelle. En fait, la façon que c'est arrivé, c'est qu'en mai 2019, on a reçu un appel de candidature pour les gens de les entreprises de notre domaine, le domaine des articles et vêtements promotionnels. Et puis, c'était pour postuler justement pour un gala, un festival de prix, dans le fond, pour les gens du domaine. Et puis, nous, on fait partie de cette association-là qui s'appelle le PPAI, c'est le Promotional Product
Association International. Et puis, ça se trouve à être le pendant américain de notre PPPC, qui est le Promotional Product, je ne sais pas c'est quoi les autres lettres, là, mais Canadien. Bref, c'est l'industrie canadienne des articles et vêtements promotionnels. Et ça a fait en sorte que, en fait, ces deux associations-là se sont regroupées en 2017 ou 2018, je pense qu'ils se sont regroupées. Et puis là, maintenant, c'est comme 15 000 membres au total. Là, c'est vraiment super gros, une très, très grosse association qui regroupe les gens du domaine du Mexique, des États-Unis et du Canada. Et puis, depuis 1958, ils font ce gala-là, le gala annuel des Pyramid Awards. Et puis, les gens peuvent déposer leur candidature pour dire qu'est-ce qu'ils font qui se démarque de leur côté. Puis nous, ben comme on essaie de faire les choses un peu différemment dans notre mise en marché puis tout ça, ben on a décidé de postuler parce que on fait un podcast. On est les seuls à faire un podcast francophone sur le monde des articles et vêtements promotionnels. Okay. On est un des seuls à faire un blog en français aussi. À tout le moins, au Canada, on est peut-être 3 ou 4 entreprises qui font un blog en français. Là. En Europe, il y en a un peu plus, mais ici, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, fait qu'on a décidé d'y aller avec ça. Puis, parallèlement à ça, on avait quelques petits efforts au niveau des médias sociaux, des publicités qu'on faisait un peu pour se faire connaître sur Facebook, sur Instagram. Fait que, bref, tout notre effort numérique, on a décidé de postuler pour ça. Mais là, il faut comprendre que à travers 15 000 membres, mais ça veut dire qu'il y a aussi des bureaux, comme nous, chez nous, on est 30 quelques employés, là, mais il y a des bureaux comme à New York, à LA, à Chicago, peu importe, là, c'est des bureaux de plusieurs centaines de personnes. Tu sais, il y a même un bureau, je pense que c'est à quelque part dans le Midwest, sont 800, là. C'est hallucinant la grosseur des bureaux compétiteurs à nous, là. C'est juste pas drôle. Fait que ces gens-là pouvaient postuler contre nous, en fait. On ne sait pas qui a postulé contre nous parce que la seule chose qu'on sait, c'est que c'est nous qui avons gagné. Okay, vous n'avez pas une liste des finalistes ou quoi que ce soit? Non, il n'y avait pas rien de ça, non. Fait que ils font que... C'est parce qu'ils veulent éviter justement qu'il y ait une espèce de comparaison qui se fasse entre les entreprises, je pense. Ouais. Fait qu'ils vont juste nous donner le nom du gagnant. Mais tu sais, juste le fait que, on est en français dans un océan anglophone. Deux, on est la binerie de Granby sur la rue Robinson qui fait 30 quelques employés qui se bat contre des bureaux, méga bureaux de plusieurs centaines d'employés. Ouais, c'est ça. J'ai lu votre article qui vous parlez de David contre Goliath, là, qui est la bonne métaphore, là. Exactement. Donc, tu sais, c'était... puis le fait, quand on a reçu la nouvelle, honnêtement, j'avais complètement oublié ça. On est arrivé au mois de décembre. Ah ouais? Puis, oui, tu sais, à un moment donné, tu postules au mois de mai. À un certain moment, tu sais, nous, on avait déjà acheté nos billets pour aller à l'exposition du mois de janvier, parce que il y a une exposition à chaque année au mois de janvier qui donne comme toutes les nouveautés du domaine puis tout ça. Puis c'est à cet endroit-là qui annonce les gagnants. Puis moi, j'avais complètement oublié ça. On avait déjà acheté nos billets, toute l'équipe. Puis là, ben, on reçoit quelques instants après, quelques jours après, on reçoit finalement votre candidature a été retenue. Fait que ce serait bon que vous soyez là. Fait que nous autres, on se dit, bon, ben, c'est correct, on était déjà là, fait qu'il n'y a pas de trouble. Puis peut-être une semaine ou deux après, on reçoit un autre message qui nous dit, finalement, c'est vous qui avez gagné. Donc, on va vous donner les informations pour que vous puissiez faire une run de relations de presse là-dessus avant de partir. On va vous fournir les choses. Il faut que vous preniez des rendez-vous pour faire des vidéos, pour faire des photos, puis tout ça. Puis, petite anecdote, les Américains sont vraiment... tu sais, l'image qu'on a des Américains à la télé avec Monsieur Donald, des fois, c'est pas toujours Jojo. Non. Mais dans bien des domaines, les Américains sont quand même des gens qui prennent soin de comment ils vont travailler avec leurs collaborateurs puis tout ça. Quand il est venu le temps de faire la vidéo là-bas, ils m'ont demandé de faire un 30 secondes en anglais. Voyant visiblement que c'était pas ma langue maternelle puis que j'étais pas le gars le plus à l'aise en anglais, je suis correct, je suis capable de communiquer en anglais, il n'y a pas de problème, mais tu sais, ça paraît que c'est pas ma langue première. Et puis ils m'ont dit on a le studio pour encore 10 minutes, tout le reste ça peut être en français.
Donc, ils m'ont dit, fais-nous un 30 secondes que nous, on va pouvoir se servir dans nos promos, dans notre pub, pour dire qu'on a une entreprise, la première entreprise dans l'histoire du PPAI qui vient du Canada qui gagne un prix. On va pouvoir promouvoir ça avec ce que tu vas nous dire en anglais. Mais tout le reste, après, ça sera ton footage à toi, puis tu vas le faire en français pour que ça puisse te servir à toi. OK. Fait que, c'était quand même délicat, là, parce que dans le fond, il était 5 dans la salle et ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Là. Fait non, que, c'est ça. C'était cool. C'était très cool. Puis j'aime quand même l'idée comme quoi, vous avez quand même osé postuler, là, tout ça au départ, là, c'était vous croyez pas vraiment en vos chances, vous vous disiez, bon, on est vraiment David contre Goliath, là, mais malgré tout, ça a rapporté là, ce drive-là, cette capacité à se dire, bon, on se lance pareil, puis fait que ça montre que des fois, il faut se lancer, là. Ben, en fait, tout le temps, il faut se lancer. Tout le temps, ouais. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va se faire dire non ou qu'on va se faire dire que ça n'a pas fonctionné. C'est le pire qui va arriver. Puis honnêtement, c'était à ça qu'on s'attendait. Sauf que ça sert toujours, ça, ces choses-là. Les présentations de projets puis ces choses-là. Quand la Chambre de commerce est revenue vers moi, puis là, finalement, le gala a été annulé, mais quand la Chambre de commerce est revenue vers moi pour me dire cette histoire-là doit absolument être présentée au sein de nos 500 membres qui vont être dans la salle pour le gala, ben, tu sais, dans le fond, premièrement, tout mon document est prêt. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'aurais très bien pu présenter ça à la Chambre de commerce quand même en disant que j'étais finaliste, puis même si j'ai pas gagné, mais c'est pas grave, tu sais. J'étais quand même finaliste parmi... Fait que, tu sais, bref, c'est toujours le fun de bâtir ça, puis d'apprendre à communiquer puis à présenter notre entreprise. C'est pas tout le monde qui sait faire ça, puis en le faisant de plus en plus, ben c'est à ce moment-là que tu deviens meilleur. Mm-hmm, absolument. J'aimerais qu'on parle un peu, en fait, je vais énumérer un peu tes occupations en ce moment. Fait que tu es directeur général t'as été directeur général des Inuks de Granby là, de 2005 à 2015, puis là, tu es maintenant le président et vice-président hockey. En plus de tout ça, ben, tu fais du mentorat, tu as ton podcast, l'accélérateur. Tu es aussi à la tête de iCloud Cloud Glass Québec. Ça, il va falloir peut-être que tu m'expliques ce que tu fais exactement là. Puis, finalement, tu es formateur, consultant et créateur de contenu écrit et audio pour ta propre entreprise. Puis ça, c'est sans parler de tes autres podcasts, dont Promo King puis l'Académie. Comment tu fais pour gérer autant de choses différentes? Justement, on en a l'année 2020, c'est une année pour se recentrer dans tout ça. Premièrement, en fait, ça avait commencé en 2019. Donc, le poste de directeur, directeur des opérations hockey et de président a été abandonné en 2019. Là, c'est peut-être pas à jour là, au niveau de LinkedIn, mais ça a été abandonné en 2019 parce qu'on a donné la gestion de l'entreprise, l'équipe de hockey à un groupe, un OBNL. Donc, c'était eux autres qui s'occupaient de diriger. Il y avait un président, puis il y avait un directeur des opérations, pas un directeur des opérations hockey, mais un vice-président hockey qui était là puis qui occupait ces deux postes-là. Ensuite, iCloud Cloud, ben, c'est un projet je dirais, collaboratif qui a été lancé par une fille qui s'appelle Chloé Accard, qui est une Française. Puis elle m'avait approché pour développer le territoire du Québec. Pour être bien franc, c'est pas tout à fait clair pour moi ce que j'ai à faire puis ce que je dois faire avec ça. Ce que je sais, c'est que c'est collaboratif. Les gens quand on promouvoit des trucs, on va utiliser le hashtag iCloud Cloud. Puis on va communiquer entre nous, puis on va s'aider, mais tu sais, c'est plus collaboratif qu'autre chose. Il y a pas vraiment c'est pas vraiment une entreprise en tant que telle. C'est pas toi qui demande énormément de temps non plus. Non, pas du tout. Non. Ça pourrait être quelque chose que je développerais pour développer un réseau autour de ça, puis tout ça, mais c'est pas dans mes intérêts pour le moment, tout le moins. Okay. Et sinon, ben évidemment, là, présentement, c'est vraiment sur Production Extrême et sur mon entreprise personnelle qui englobe évidemment les podcasts. Tu sais, dans le fond, c'est un peu comme si tu me disais, ben moi, j'ai mon entreprise, puis parallèlement à ça, ben je fais aussi mon
mon podcast vidéo, mon vlog. Ouais, ça fait partie de l'entreprise. C'est ça fait comme partie. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'Académie du podcast et l'accélérateur font partie de mon entreprise personnelle de consultation et de formation en podcasting et en création de contenu. Et Promo King me fait partie de l'entreprise de production extrême. Puis là, on se concentre essentiellement sur ces deux gros pôles-là. Okay. Parce que c'est ça que je disais tantôt d'entrée de jeu. Là, je disais, il y a des groupes qui nous ont approchés pour acheter l'équipe de hockey. Fait qu'on est en discussion avec eux autres. Fait que c'est possible que ça fait juste partir tout simplement dans les prochains jours. Sinon, en tout cas, on est en train de voir les différentes options. Là, parce que le hockey, on s'entend, c'est pas demain la veille qu'on va voir du hockey. Là, fait que c'est ça. Ouais. Ben, on va peut-être en voir. En tout cas, la Ligue nationale a l'air à vouloir créer des matchs de façon sans spectateurs, rien, là, à huis clos, mais ça reste encore à voir. Là, mais sinon, pour revenir un peu à la question, j'imagine quand même que tu dois avoir développé certaines stratégies au niveau de la gestion de ton temps. Est-ce que c'est le cas? Ben oui. En fait, dans l'organisation, c'est sûr, premièrement, moi, je suis un lève-tôt. Donc, je suis debout tous les matins à 5h, 5h30, je suis debout pour commencer mes journées. Et je sépare mes journées de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais faire mes débuts de journée, je vais travailler sur mon entreprise personnelle, mes fins de journée, je vais travailler sur mon entreprise personnelle. De temps à autre, si j'ai des lives à booker ou des petits trucs qui peuvent prendre 15 minutes, 30 minutes, je vais mettre ça sur mon heure du midi. Puis entre ça, je vais utiliser le temps pour travailler sur l'entreprise de production extrême. Okay. Ce qui va faire qu'en bout de ligne, je vais être en mesure d'étirer mes journées au maximum pour aller en chercher le plus possible. Sinon, j'utilise, comme j'ai dit tantôt, la bonne vieille méthode du cahier dans lequel je note mes trucs. Mm-hmm. Alors, j'ai mon agenda papier dans lequel je note et que je retranscris juste les rendez-vous importants dans mon agenda électronique. Mais sinon, pour le reste, ça se passe tout dans le papier, tout le temps. OK. Fait que c'est essentiellement une bonne organisation puis une optimisation beaucoup de chaque minute de la journée, là, en fait, là? Oui, sur le plan personnel, oui. Puis sinon, évidemment, j'ai une équipe autour de moi. Là, je suis pas seul à travailler là-dedans. Autant dans mon entreprise personnelle, là, j'ai une petite équipe. J'ai une collaboratrice qui est là pas mal depuis les débuts, là, qui travaille à temps très partiel, là, 5 heures, 10 heures, 15 heures par semaine, là, selon les époques de l'année. Oui, Amélie, oui. Oui, parce que je l'ai reçue sur... en fait, elle m'a reçu sur son podcast il y a quelques semaines. Ouais. OK. Donc oui, Amélie. Et puis par la suite, là, il va probablement avoir ma conjointe qui va commencer à travailler dans l'entreprise aussi. Fait que parce que là, elle, avec la COVID, elle, c'est le contraire. Elle, c'est vraiment catastrophique son affaire. Elle est massothérapeute. Donc OK, ouais. Ouais, c'est masser avec des gants puis des masques puis des visières, là, c'est pas jojo. Ouais, c'est dur de voir le bout puis comment que ça va virer pour des domaines comme ça. Là. C'est plate un peu. Là. OK. Puis sinon, pour ce qui est de ton entreprise personnelle, sur ton site, on peut lire que ce que tu fais, c'est que tu enseignes aux entrepreneurs, aux coachs, aux propriétaires d'entreprises à créer du contenu audio, du contenu écrit, hautement engageant, comme tu le dis, puis qui génère des résultats profitables là, pour l'entreprise. Mm-hmm. Comment qu'on fait pour créer du contenu engageant en 2020? Parce que c'est ça a besoin d'être de plus en plus rapide. J'ai l'impression que les gens veulent des vidéos qui sont courtes, ils veulent ils passent rapidement à autre chose. Là. Fait que c'est quoi les trucs? C'est spécial que c'est une excellente question parce que on pourrait faire 20 heures là-dessus, là. Mais la réponse courte, mettons, là, c'est bon parce que, dans le fond, il y a un paquet de trucs au niveau des vidéos pour être capable d'être engageant le plus rapidement possible. Si on regarde, par exemple, sur YouTube, il y a des trucs qui sont très spécifiques. La vignette doit être importante, la description doit être importante. Il y a un paquet de trucs. Mais ça revient tout à dire une chose, c'est qu'il faut d'abord et avant tout respecter le format et la plateforme dans laquelle on se produit. Oui, il faut comprendre la plateforme. Là. Exact. C'est que si on pense qu'on va créer du podcast audio, comme on crée de la vidéo, on se met un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça fonctionnera pas comme ça. Puis si on pense qu'on va créer du contenu audio comme on fait du blog, par exemple, encore une fois, on est dans le champ. Donc, faut respecter vraiment le format. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire dans chaque format qui vont faire en sorte qu'on va se démarquer.
Puis il faut connaître ces choses-là, puis il faut vraiment se renseigner. Tu sais, c'est pas parce qu'on sait écrire qu'automatiquement on a ce qu'il faut pour avoir un blog qui est engageant puis qui va bien fonctionner. Puis c'est pas parce qu'on sait écrire puis qu'on a appris à écrire à l'école puis qu'on fait pas de faute qu'on va écrire des courriels puis que les courriels vont être répondus, vont être lus puis que les gens vont vraiment engager avec les courriels. Donc ça, c'est la preuve parfaite que ce qui se passe sur le web, ça mérite d'avoir une attention particulière sur les techniques qu'on utilise, sur la structure qu'on utilise, sur comment on fait les choses, autant au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'audio. Au niveau de la vidéo, oui, je me suis renseigné puis je connais un peu ça, mais pas assez pour m'engager dans les différences et tout ça, là. Mais ce que je sais, c'est que le contenu qui est hautement intéressant au niveau de l'audio pour plein de raisons, mais spécialement parce que les gens vont nous accorder beaucoup plus de temps à l'audio que la vidéo, parce que la vidéo, forcément, sont obligés de nous regarder, donc ils peuvent pas nécessairement faire autre chose. Ouais. Exact. Fait que ça, c'est intéressant. Là, le temps moyen d'attention sur une vidéo sur YouTube, c'est entre 4 et 5 minutes, puis sur un podcast, c'est 32. Donc, c'est vraiment, vraiment... Il y a beaucoup moins de chiffres, il y a beaucoup moins de gens qui vont nous écouter sur un podcast que sur une vidéo. Là. Si on regarde juste les statistiques pures, là, on va avoir beaucoup plus de statistiques mais en bout de ligne, si on multiplie le nombre d'auditeurs qu'on a ou le nombre de views qu'on a, par exemple, sur YouTube, si on multiplie ça par 8, parce qu'en réalité, la différence entre les deux, c'est 8 fois plus de temps que les gens vont passer avec nous, là, on a des trucs qui se ressemblent en bout de ligne. OK, ouais. Le contenu audio, en fait, il y a plus de minutes totales d'écouter ou environ égales, là, en fait. Là. Exactement. OK. Puis au niveau écrit, ce serait quoi? Rapidement, encore une fois, t'aurais-tu des conseils en particulier pour les entrepreneurs? Comment écrire de façon engageante? Comment aller chercher le public? Je sais que Facebook est encore beaucoup utilisé. Toi, c'est-tu de quoi que tu utilises? Ou bien Facebook, là, ça devrait même plus être, là? Avant de parler de l'outil, tu sais, ce qui est très, très important, oui, Facebook peut être excellent pour communiquer avec ses gens sur sa page ou peu importe, sur son profil. Tu sais, si on parle de l'écrit en tant que tel, ou même en fait, n'importe quel format de création de contenu, la première étape, c'est vraiment de connaître la personne à qui on s'adresse. Mm-hmm. Puis ça, c'est une erreur que les gens vont faire. Ah, oui, mais moi, là, ça s'adresse à tout le monde. Si ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse pas à personne. Parce que c'est impossible que tu puisses adresser un contenu qui va s'adresser à tout le monde parce que la force d'un contenu qui est engageant, c'est que la personne qui va le recevoir va sentir que ce contenu-là a été créé expressément pour elle. Puis tu peux pas créer pour Joe puis pour Aline de la même manière. Ça marchera pas. C'est sûr que Aline puis Joe, ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont pas les mêmes défis, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même background, ils ne restent pas en même place, ils n'ont pas un des enfants, l'autre n'en a pas, un travaille, l'autre ne travaille pas. Ils ont des réalités complètement différentes. Puis si tu commences à regarder l'audience qui te suit, il y a probablement des façons de créer des similitudes entre Joe puis GF puis qui sont là dans ton audience, puis tu peux créer des similitudes, puis tu vas créer comme un genre de ce qu'on appelle un persona, tu vas créer un avatar, quelqu'un qui va être un peu la personne type à qui tu vas t'adresser dans ton audience, qui va faire en sorte que cette personne-là, c'est elle que tu vas garder en tête quand tu vas vouloir créer ton contenu. Et peu importe que tu le crées à l'audio, à l'écrit ou à la vidéo, c'est à cette personne-là que tu vas parler. Puis à partir du moment, plus tu vas connaître ces personnes-là, puis tu peux en avoir plusieurs, là, tu peux avoir plusieurs personnes dans une même audience. Mais plus tu pourrais t'adresser à plusieurs personnes. Un texte. Non. Un texte pour un autre, peut-être? Oui, exactement. C'est que chaque pièce de contenu va s'adresser à une seule personne. Okay. Tu sais, si moi, par exemple, sur mon podcast, j'ai Valérie puis j'ai Jean-François. C'est deux personnages différents. Puis selon le contenu que je vais créer, de temps en temps, je vais m'adresser à Valérie. De temps en temps, je vais m'adresser à Jonathan à Jean-François parce que c'est deux personnes complètement différentes. Fait que je vais créer le contenu en fonction de qui je vais m'adresser. Puis je vais pas m'adresser de la même manière. Ça va aussi loin que dans la façon d'approcher mon truc. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime. Je vais parler comme, tu sais, je parle comme vous le voyez là. Je suis pas quelqu'un qui va soigner son langage à tout casser. Je parle comme je parle, puis c'est comme ça. Mais si je parle à Valérie, je vais porter une petite attention un peu plus particulière sur la façon que je vais m'adresser à elle, parce que elle
elle a cette notion-là. Mais tu sais, d'abord, c'est une Française, Valérie. Fait qu'elle, pour elle, le français, je peux pas y parler en slang, je peux pas y parler en bon québécois sans être obligé d'expliquer ce que je suis en train de lui dire. C'est-tu une vraie personne ou c'est la juxtaposition de plusieurs personnes? C'est plusieurs personnes ensemble. OK. Ouais. Fait que tu as vraiment créé comme tu as pris le temps puis tu as écrit des caractéristiques de cette personne type-là. Basé sur des gens qui me suivent, basé sur des gens avec qui j'ai déjà parlé. Puis j'y donne un nom. C'est intéressant comme exercice à faire, là, sérieusement, parce que moi, je pense que justement, des fois, j'ai tendance à vouloir m'adresser à beaucoup de personnes puis à vouloir y aller large, ce qui fait effectivement que je m'adresse un peu à personne parce que je ratisse trop large. Là. Fait que c'est intéressant parce que tu m'apportes de quoi à moi aussi, puis j'imagine que tu vas apporter de quoi aux auditeurs qui écoutent. Là. Ben, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que quand les gens vont lire, quand les gens vont voir une vidéo, quand les gens vont t'écouter, les gens, la réaction qu'ils vont avoir immédiatement, c'est ce gars-là, il est dans ma tête. Là. Ouais. Il peut pas parler à personne d'autre qu'à moi en disant ces choses-là. C'est exactement ça que je vis. Mm-hmm. Il est en train de me donner un exemple. Limite, c'est quasiment ce qui m'est arrivé hier. Ouais. Donc, tu me fais penser à des fois des petites publications que j'ai faites sur Facebook, puis que un commentaire d'une fille, c'est exactement ça. C'est direct ça que je pensais à matin, ou ben c'est direct ça que je vis. Fait que c'est ça. Des fois, je suis capable d'aller chercher, mais c'est ça, c'est d'aller chercher ça le plus possible. Exact. Puis si on pousse plus loin encore. Ben, tu sais, quand je disais tantôt, Valérie, je vais faire un petit peu plus attention dans la façon que je m'adresse à elle. Ben, c'est que, tu sais, la fille qui t'a répondu ça à ton commentaire, cette fille-là, elle a utilisé des mots pour te répondre. Puis les mots qu'elle a utilisés, le choix des mots, tu sais, il y a plein de façons de dire les choses, là. Mais le choix des mots est extrêmement important parce que ce choix-là, c'est le sien. C'est elle qui a choisi tel mot plutôt que tel mot. En français, on a quand même une belle panoplie de vocabulaire qu'on peut utiliser. Mais si, par exemple, tu parles de, je sais pas moi, si je te parle d'un tournevis cruciforme ou je te parle d'un tournevis étoile, je te parle du même tournevis. Mais dépendant à qui je m'adresse, pour certaines personnes, un tournevis cruciforme, ça veut absolument rien dire, alors qu'un tournevis étoile, ça veut dire de quoi? Ouais. Je comprends. Donc, c'est exactement ça que je veux dire. C'est que la fille, elle s'est adressée à toi, elle t'a dit, c'est exactement ça, puis elle a choisi certains mots dans ses commentaires, peut-être en décrivant ce que tu venais d'y faire, mais dans un autre mot. Puis ce mot-là, c'est ça la clé de la réussite, parce que c'est quand tu vas reparler de ce sujet-là en utilisant le même vocabulaire qu'elle utilise, là, tu vas être encore plus proche de sa réalité, tu vas être encore plus proche de comment elle se parle à elle-même, comment elle s'explique les choses à elle-même. Puis c'est là qu'à ce moment-là, les gens vont avoir la réaction de dire, ce gars-là, il est dans ma tête, là. C'est sûr. Ouais. Comment il peut exactement comprendre parce que tu parles exactement de la même façon que lui ou elle. Donc, ça prend tout son sens après. Mm-hmm. Là, c'est bon, écrit, vidéo, audio. Ouais, c'est ça, c'est bon partout, là. Ouais, exact. Même en face à face avec un client, en fait, là. Tout à fait. Puis, t'es ce qu'on appelle, en fait, un entrepreneur en série, là, parce que tu as démarré plus de 20 entreprises, là, d'après ce que j'ai lu. J'ai pas été capable de toutes les retrouver, là, mais... 21, pour être précis. 21, c'est ça. Puis on dit que pour être un bon entrepreneur, ben il faut pas avoir peur de l'échec. Fait une question que j'aime beaucoup poser, autant aux athlètes qu'aux entrepreneurs, c'est l'échec, en fait, ça peut être une source d'apprentissage, une source d'information qui est importante. Fait qu'au fil des années, j'imagine que toi, tu as eu des apprentissages, des informations de ça. Est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes de comment tu as pu transformer un échec en quelque chose de positif, en fait? Ben, écoute, chaque échec est positif parce que ça dépend. Tout est dans le mindset de comment tu vas l'aborder, ton échec, là. Ouais. Je veux dire, tu sais, dans mon cas, là, si je m'étais arrêté aux échecs, j'ai échoué 18 fois sur 21. Je serais plus en affaires aujourd'hui. Tu sais, quand tu as 3 sur 21 à l'école, on n'appelle même plus ça un échec. On appelle ça, c'est lamentable, là. Je veux dire, c'est même pas proche, là, de réussir, là. Tu sais, donc. C'est ce qui a bâti, j'imagine, les entreprises que tu as actuellement, là, en quelque sorte. Exactement. Ce que tu fais en ce moment doit être le résultat de ces échecs-là, de ces expériences-là. Oui, mais encore plus loin que ça, ce qui est important, je trouve, dans ça, c'est que non seulement tu découvres ce qui est intéressant au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, pourquoi ça a échoué, pourquoi certaines choses ont réussi, d'autres non.
Mais en plus de ça, c'est que tu apprends beaucoup à te connaître toi-même. Puis ça, c'est important. Parce qu'il y a plein d'entreprises là-dedans, sur les 18 que je considère, c'est même pas des échecs, là, c'est juste des entreprises qui n'existent plus au moment où on se parle. Mais il y a beaucoup d'entreprises là-dedans qui n'existent plus par manque d'intérêt. Ouais. Donc, tu te connaissais mal ou tu es allé dans un domaine qui t'intéressait pas suffisamment ou qui te ressemblait pas, là. Exactement. J'ai eu un studio de photographie. J'ai adoré ça, là. Encore une fois, self-made, lis ici, regarde des vidéos, travaille avec un photographe, travaille avec une peintre, puis regarde un peu comment organiser, monter les tableaux, puis tout le kit pour faire que ça a du sens sur le plan graphique, puis tout ça. Fait que, d'apprendre, c'est intéressant. Après, quand c'était le temps de faire une business de ça, non. De l'apprendre, c'était vraiment cher. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'ai de l'intérêt d'apprendre et de retransmettre. Ça, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Est-ce que j'ai de l'intérêt d'apprendre de quoi, puis après ça, dire, OK, ça, c'est mon carré de sable, puis je m'en vais là-dedans pour les 20 prochaines années? Non. Ça, j'ai pas d'intérêt dans ça. Ouais. Fait que j'ai appris à me connaître à travers ça en tant qu'entrepreneur. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle chose qu'un échec entrepreneurial peut t'apprendre. Maintenant, justement, on parle de tes intérêts. Le podcasting est certainement un de tes intérêts forts, autant d'en faire que de partager tes connaissances là-dessus, parce que tu as l'Académie du podcast qui est pas mal une des seules formations en podcast, à ma connaissance. En français, il n'y en a pas d'autres. En français, OK. Ouais. Puis, tu t'intéresses beaucoup à ça comme outil de création de contenu. C'est quoi l'utilité pour toi d'un podcast? Le podcast, c'est quelque chose qui est... on en a parlé un petit peu là, au niveau du temps d'attention qu'on est capable d'avoir. C'est quelque chose de très puissant pour ça. C'est quelque chose d'extrêmement puissant aussi sur la création de contenu parce que ça demande pas... Là, présentement, je suis dans mon bureau, j'ai mon petit micro, j'ai ma petite console à côté, mes écouteurs. Hier soir, j'ai enregistré un épisode, j'étais en pyjama. Là, il y a des lumières d'allumées pour faire une image qui est un peu plus intéressante pour toi avec un background, mais j'ai pas besoin de ça pour enregistrer un podcast. On a besoin de rien. Je peux être sur le bord de la plage, je peux être sur le bord du feu de camp dehors, je peux être n'importe où dans la maison avec mon micro puis ma console, puis je peux enregistrer un épisode de podcast sans rien avoir de setup à faire. Puis à la limite, je pourrais même avoir carrément un micro qui se branche directement sur mon appareil intelligent, mon iPhone ou mon Samsung, Android, peu importe, là. Puis enregistrer live, je l'ai déjà fait sur la plage au Mexique. J'ai fait plusieurs épisodes. Oh, oui, ça se fait très bien. Puis, ça passe super bien. Puis les gens te pardonnent ces choses-là. Ça, c'est la première chose. C'est la facilité. La facilité, la rapidité de création de contenu parce que on parle entre 4 et 5 000 mots à l'heure. Donc, à la demi-heure, entre 4 et 5 000 mots à la demi-heure. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, là, on a 45 minutes-ish de fait. Là. Ouais. Donc, on est peut-être rendu à 7-8 000 mots là, qu'on a discuté ensemble. Donc, écrire 7-8 000 mots, c'est sûr que même avec la plus grande personne experte du clavier possible, là, ça arrive pas, là. C'est sûr que non, là. Ouais, c'est de la job, là. Puis aussi, on creuse, on peut creuser les sujets quand même beaucoup plus que sous d'autres formats ou encore même sous un format audio des fois, mais que ça va vite, là, à la radio ou whatever, là. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose. Les créations de contenu, ça, c'est super le fun. Si on compare, par exemple, à la vidéo, c'est sûr que présentement, on a la chance d'avoir la prime de nouveauté au niveau du podcast. Je parlais avec une cliente récemment qui est en train de monter un podcast sur la dentisterie, le domaine de la dentisterie. Et puis là, on fait une veille rapidement, on check un peu qu'est-ce qu'il y en est. Ça n'existe pas. Au Québec, ça n'existe pas. Okay. Il y a un podcast au Canada qui parle de dentisterie, il est en Ontario. Il y a un podcast en français qui parle de dentisterie, il est en Europe. Ça n'existe pas. Donc, il y a une prime de nouveauté qui est vraiment intéressante. On a juste à regarder l'histoire magique qui me revient en tête à chaque fois quand on parle de prime de nouveauté. C'est la première vidéo qui a été uploadée sur iTunes. Cette première vidéo-là, c'est un gars qui est dans un zoo, qui est en avant de la cage des éléphants, je pense, de mémoire, là. C'est une vidéo qui dure à peu près 20 quelques secondes.
Puis il n'y a rien à dire, là. Je veux dire, il est juste devant la cage, il se fait filmer. C'est un Indien, je pense, ou je sais pas trop. Puis finalement, ça a été la première vidéo qui a été uploadée sur YouTube. Ever. Ben, on est rendu aujourd'hui à 18 millions de views sur cette vidéo-là. Mais okay. Il a même pas rien dit, le gars, là. Ouais, il est juste devant la cage, c'est tout. Donc, juste pour dire la prime de nouveauté, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une vidéo atroce, pas de qualité, il dit pas un mot, il est même pas beau, il y a comme rien, là. Il y a aucun intérêt sur cette vidéo-là. Ce que tu apportes, autant ça peut être positif dans le sens que là, tu saisis une opportunité, il n'y a personne d'autre qui est là, fait que tu vas aller chercher un public, tu vas aller chercher peut-être une plus grande quantité de personnes parce que tu es le seul qui le fait. Sauf qu'en même temps, il y a aussi des points positifs à avoir de la compétition, j'imagine, parce que là, justement, tu parles de l'effet de comment que la vidéo, c'est rien, là, il n'y a pas de qualité, puis il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Fait que d'en avoir plusieurs en même temps, après ça, ça va amener un autre élément peut-être positif, j'imagine, de comment que ça va nous challenger à justement essayer de nous améliorer. Il va peut-être avoir une sélection naturelle aussi là-dedans. Là. Ben, ça, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi. Si tu crées du contenu qui veut rien dire, qui a aucun intérêt, ben ça va être comme n'importe quoi d'autre, puis ça va juste mourir. Même si t'es le premier, ça va finir par s'estomper. Mais il reste que, parce qu'après ça, faut que tu continues, là, faut que tu crées du contenu, puis faut que tu amènes de l'eau au moulin tout le temps. Là. Fait que ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas de décoller qui est le plus dur, c'est de maintenir là, les podcasts. C'est quoi la statistique déjà? Le septième c'est 80% qui passent pas le 7e. C'est ça. Puis là, ça tend à changer là, parce que les gens sont conscients de cette statistique-là. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui vont vers des outils de structure qui sont plus importantes, puis qui respectent le format. Parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes les différentes plateformes de diffusion, il y a plein de plateformes de diffusion gratuites au moment où on se parle. Puis ces plateformes de diffusion-là tendent à dire, ben, regarde, c'est facile de faire un podcast. Tu prends ton micro, tu prends ton appareil intelligent, tu allumes ça, tu enregistres, tu mets ton fichier sur la plateforme, sur ma plateforme, puis tu payes sur le bouton, puis c'est fait, puis ton podcast est en ligne. Puis la seule chose qui te reste à faire après, c'est d'ouvrir un compte sur iTunes, puis après ça, tu vas être diffusé sur iTunes. Bon, dans les faits, là, effectivement, ça peut ressembler à ça, puis en l'espace de 48 heures, 72 heures, tu as un podcast up and running qui est sur iTunes, puis ça marche. Mais si tu n'es pas conscient qu'il faut que tu crées en fonction de ton persona, il faut que tu saches comment créer tes affaires, il faut que tu saches comment faire tes montages, il faut que tu saches comment riguer toutes les plateformes de diffusion ensemble. Si tu n'es pas au courant que cette plateforme de diffusion-là, qui est gratuite, va essayer de te pousser des pubs dans ton podcast à l'heure quand tu vas avoir un peu de chiffre, ça, c'est moins le fun un peu. Fait que, bref, ça a de l'air comme ça, mais c'est pas... C'est quelque chose de facile, le podcast, mais c'est pas simple. Ouais. Il y a des critères aussi à respecter, des façons de faire certains cas d'une certaine manière. Là. Exact. Puis, fait que, dirais-tu que c'est pour tout le monde ou pas nécessairement? Il n'y a rien qui est pour tout le monde. Tu sais, je serais menteur de dire que n'importe qui peut partir un podcast puis il va avoir un succès égal puis il y a des chances de succès égal. Tout comme c'est la même chose avec un blog, puis c'est la même chose avec des courriels, puis c'est la même chose avec la vidéo. Mais je pense que c'est probablement le format qui est le plus permissif. Tu sais, on a fait là probablement beaucoup plus moi que toi depuis le début de cette vidéo-là, une quantité innombrable de fautes de français. Ouais. Quand tu écris un blog, tu peux pas faire ça. Ouais, non, on parle pas, on n'écrit pas comme on parle là, d'habitude. Là. Exact. Ouais. Puis là, c'est pas pire, on est habillés tous les deux, on a un kit, moi j'ai ma casquette parce que ça c'est mon look COVID là, parce que les cheveux. Comme, la dernière fois que j'ai passé chez le coiffeur, c'était à mi-février, fait que c'est ça. Ça a l'air quand même. Mais sinon, là, tu sais, on a quand même un kit, un background, puis tout ça, puis ça a du sens, puis on sonne bien parce qu'on a des micros, puis tout ça. Fait que notre vidéo va quand même avoir un certain sens. Mais au niveau de l'audio, on peut faire à peu près ce qu'on veut, puis tu sais, tant que ça correspond à ce que notre persona s'attend d'entendre, ça va passer, là. Ouais. C'est sûr qu'aussi, on parle du vidéo en ce moment, là. Zoom, moi normalement, j'aurais pas utilisé Zoom. C'est de quoi que je voulais jamais faire. En fait, là, je préférais me déplacer. Je me suis déplacé à Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour faire des podcasts avec des gens parce que je voulais de la qualité. Je préférais pas offrir de quoi comme ça. Sauf qu'en ce moment,
c'est la seule option valable. Puis je pense que les standards des gens, ils ont vraiment diminué. Moi, l'autre fois, j'ai passé 2 heures à écouter les gars de Sexe Illégal jouer à un jeu devant leur ordi. Là, on cherche des manières de s'occuper, là, tu comprends? Effectivement. Mettons qu'il y a plus de temps de divertissement de disponible au moment où on se parle. Ouais, exact. Puis, de ton côté, tu as déjà dit que le podcast t'a rapporté 53 000 pour une année. Là, je ne sais plus si c'était 2018. Je pense que c'était ça. Ouais, là, 2018, 56. En fait, 2018 et 2019, là, parce que ça a été lancé en juin. Fait que c'est moitié 2018, moitié 2019, 56 131 dans la première année. Ouais. OK. Puis, j'aimerais ça savoir de ton côté, comment tu t'y prends pour que ton podcast rapporte? En fait, essentiellement, on prend cet exemple-là, là, 56 131. C'est essentiellement des gens qui sont venus vers moi, d'une part, pour être coachés par moi. Il y a des gens qui voulaient se faire former ou qui voulaient se faire coacher. Des gens qui ont acheté ma formation en ligne. À l'époque, j'avais une seule formation en ligne, mais des gens qui ont acheté ma formation en ligne, ou des gens qui sont venus vers moi pour de la consultation. Vraiment des gens qui voulaient que je fasse quelque chose pour eux en lien avec un sujet que j'avais traité dans un épisode de podcast. Okay. Donc ça, j'en ai encore de ça aujourd'hui. J'ai encore des gens qui me contactent, qui me disent hey, écoute, j'ai entendu tel épisode, là, je pense que c'est vraiment intéressant, puis là, je pense que tu m'as convaincu, il faut vraiment que je me lance, puis tu sais, à l'époque, je faisais, dans l'accélérateur, j'étais plus large, le plan marketing, moins ciblé au niveau de la création de contenu. Puis donc, j'avais des gens qui venaient vers moi pour faire du développement web, pour faire du développement des affaires, des choses comme ça. Donc, j'ai coaché des gens. J'ai démarré des plateformes. J'ai fait tout le temps à retracer là, d'où que les gens ils provenaient du podcast. Là. En fait, tu sais, très souvent, les gens, ils arrivaient vers moi puis ils disaient... tu sais, en fait, le 56 131, c'est ce que je sais. Ce que je sais pas, je pourrais pas le dire. C'est ce que je sais. Donc, les gens venaient vers moi. J'ai entendu telle entrevue que tu as donnée ou tel épisode que tu as traité de tel sujet. Je trouve ça intéressant, ton approche. Est-ce que tu fais du coaching? Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai cette difficulté-là, moi, de mon côté. Mon équipe a de la misère avec telle affaire. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour... C'était comme ça. Les gens ont tendance à le dire naturellement que... Ouais. OK. Ouais. Puis t'aurais-tu des conseils pour les gens, justement, qui voudraient un peu monétiser leur podcast? Toi, dans le fond, ta manière de le faire, c'est quand même assez... j'aurais tendance à dire simple parce que tu vas pas chercher... je sais pas, moi, les façons que j'avais entendues pour monétiser, c'était beaucoup d'aller chercher des commanditaires, des choses comme ça. Mais toi, de ton côté, tu vas plutôt essayer, encore là, j'imagine, de t'adresser vraiment à ton public puis de savoir à qui tu t'adresses. T'aurais-tu des conseils pour les créateurs de podcasts? Tout ça, c'est possible de le faire. Là. Des annonceurs, des commanditaires, c'est possible de le faire. Pas de problème avec ça. Des plateformes participatives, donc par exemple Patreon, pour ne pas la nommer. Des types de Patreon, là, ça, il y en a beaucoup. Donc, forcément, si les gens ne savent pas c'est quoi, c'est une plateforme qui va demander aux gens d'aller donner un montant X par mois, que c'est le créateur qui fixe le montant ou c'est le donateur qui fixe le montant basé sur un minimum. Fait que, par exemple, le créateur peut dire c'est minimalement 10$ par mois, mais le donateur peut décider de donner 100$ s'il veut. C'est pas un problème. Ouais. Et en échange de ça, le créateur va s'engager à donner un contenu exclusif aux gens de sa plateforme qui vont être des membres, autrement dit. C'est-tu quelque chose que tu as déjà fait, toi, Patreon? Non. Puis la raison est simple. Et les annonceurs et les Patreon, il n'y a pas beaucoup de podcasts au Québec qui peuvent se permettre d'utiliser ces deux méthodes-là et de le faire pour que ce soit vraiment payant. Mm-hmm. Ouais, parce absolument. que, tu sais, de faire une plateforme de membership sur Patreon à quelques dollars par mois, j'aime mieux faire ma propre plateforme. Ma propre plateforme. Moi, je le fais pour mes produits, là, tu sais, mes produits en ligne, mes formations. On a un membership qui s'en vient pour un mastermind. Ça existe déjà chez nous. Ça fait que moi,
au lieu de passer par une plateforme Patreon, j'utilise une plateforme qui s'appelle System.io qui me permet de faire exactement la même chose, qui coûte 27 € par mois, puis j'ai même pas besoin de me casser le basic pour la suite des choses. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui veut se casser la tête de dire je veux me lancer quelque chose là-dedans, je veux essayer de faire de faire mettons du contenu exclusif à pu finir, des choses comme ça. Fait que des fois ça va juste être je sais pas moi, un article quelconque à chaque mois, ça va être un courriel par semaine, ça va être la pensée du jour une fois par semaine, un petit 5 minutes, un audio qui va être envoyé. Tu sais, des fois, c'est des choses qui sont très, très simples là, que les gens vont faire avec le Patreon. Plus c'est petit, plus c'est simple comme ça, moins ça va rapporter tant que ça. Là, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, c'est soit que le podcast n'est pas assez gros pour générer assez de traction pour que ça vaille la peine de le faire, ou soit que l'impact financier qui est demandé à coût de 5$, 10$, 20$ par mois, c'est pas assez important pour que ça justifie, encore une fois, l'effort de mettre ça là pour qu'au final, on ramasse quoi? 200$, 300$ par mois. Tu sais, en bout de ligne, c'est négligeable. Mais il y a certains... Et en plus, il faut que tu mettes quand même un effort de plus parce qu'il faut que tu amènes du contenu exclusif. Fait que, exact. Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Là? C'est ça. Mais il y a certains créateurs qui veulent le faire comme ça parce que les autres, ils se disent, moi, ça me dérange pas de mettre l'heure de plus ou le 2 heures de plus pour créer mon contenu exclusif. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis le 200$ ou le 300$ que je vais chercher là à chaque mois, ben, ça paye mon équipement quand j'ai besoin de changer de micro. Je veux m'acheter une console. Je veux faire, je sais pas, moi, ça paye mon hébergement parce que moi, je conseille de prendre un hébergement qui est payant. Ça coûte 15$ par mois US, 12$ US, fait 15$ canadiens, 16$ canadiens. C'est pas énorme, mais ils financent ça à partir de ces choses-là. Fait que c'est correct, là, tu sais, il y en a du monde là, qui veulent utiliser cette chose-là, mais c'est pas, pour moi, c'est pas les deux façons les plus intéressantes. Tu sais, pour le reste, là, les annonceurs, là, ça annonce à du, mettons, dans le meilleur des mondes, à du 100$ du CPM, là. C'est coup par 1000, ça, là. Fait que, tu sais, un podcast qui va chercher 1000 auditeurs à chaque épisode, c'est un podcast qui roule très bien, là. 1000 auditeurs, là, dans le monde du podcast, là, puis encore là, les statistiques, c'est à prendre avec des grains de sel parce qu'il y a certaines plateformes de statistiques qui sont pas homologuées par les standards statistiques, là. Ça, faut faire attention à ça. Le standard statistique dans le monde du podcast s'appelle IAB. Donc, si ta plateforme n'est pas standardisée IAB, ta statistique, elle vaut rien dire. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent vers moi et ils me disent, moi, j'ai 10 000 par épisode. Ah, OK, good. T'es hébergé où? Ben, à telle place. Ah, OK. Je le sais qu'il n'est pas IAB. Fait que, tu sais, je le sais qu'il y a quelqu'un dans mon mastermind, une podcasteuse en France, il y a une des plateformes qui a fait la moitié de la standardisation en mars, qui va faire l'autre moitié de la standardisation à l'été prochain. Puis, lors de la première étape, elle a perdu 30% de ses chiffres. En réalité, elle n'a pas perdu personne comme auditeur parce que les auditeurs, le 30% d'extra, il n'est pas là. C'est de l'artificiel, c'est du gonflage. Exact. Puis là, il va en avoir un autre cet été. Elle s'attend à perdre un autre 30%. Ça a l'air de rien, mais mettons que tu en as 10 000, tu perds 30%, tu viens de tomber à 5 000, tu perds un autre 30%, tu viens de tomber à 5 000. Tu as perdu la moitié de ta patente. Là. Mais ces gens-là, c'est-tu parce qu'ils comptent les personnes qui ont cliqué puis qui n'ont pas écouté ou qui ont téléchargé sans écouter, des choses comme ça? Il y a plein de standards dans le IAB qui entrent en ligne de compte. Notamment, c'est beaucoup plus facile de passer avec des robots pour aller faire des clics artificiels sur les plateformes qui ne sont pas IAB que sur les plateformes qui sont IAB. OK, je comprends. Juste ça, déjà en partant, c'est pas mal important comme statistique. Là. Puis oui, effectivement, le nombre de secondes que les gens passent. Donc, tout ça, ça entre en ligne de compte dans le. Il y a plein d'autres paramètres que je ne pourrais pas t'énumérer parce que je n'ai pas étudié le truc avec beaucoup d'attention, là, mais il y a comme 5 ou 6 plateformes qui ont cette standardisation-là à travers le monde. Fait que c'est relativement simple. Mais c'est pas des plateformes qui sont hors de prix. Là. Comme je disais, là, pour un podcast d'une vingtaine de minutes, on parle de quelque chose d'une douzaine de dollars, 10-12$ à peu près que ça coûte US par mois. Là. Non, c'est ça. C'est énorme. Là. C'est très, très accessible. Puis toi, sur tes podcasts, en fait, tu as quand même eu des gros noms. Je sais que tu en as eu quelques-uns du côté américain. Là. Cliff Ravenscraft. Tu as eu Gary Vaynerchuk, qui est un grand entrepreneur américain. Là. Ouais, j'ai pas eu Gary, mais oui, effectivement. Ah ouais? OK, je croyais que tu l'avais eu sur un épisode. Non.
J'ai pas eu Gary. Je souhaiterais bien l'avoir, mais non, je l'ai pas eu. Un de mes chums qui l'a eu, par exemple. Un podcasteur québécois qui a eu Gary Vaynerchuk, ouais. Okay. En fait, qu'est-ce que j'ai fait avec cet épisode-là? Puis ça avait soulevé beaucoup de réactions. C'est que, et très positive, là, c'est pas des réactions négatives. Okay. Il y a eu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une conférence que Gary a donnée dans un événement. Si ma mémoire est fidèle, c'était en Asie quelque part. Je me rappelle pas de l'endroit. Fait que je vais pas dire n'importe quoi, là, mais bref. Il avait donné sa conférence. Et puis, il disait à quel point le podcast, c'était la chose à surveiller en 2020. Puis là, ben, il a parlé de ça pendant comme 10 minutes là, pendant sa conférence. Fait que moi, j'ai repris chaque bout de sa conférence. J'écoutais comme un 15 secondes. OK. Puis j'arrêtais la conférence, puis là, je commentais live en français. Ouais, puis OK. après ça, je récupérais son 15-20 secondes suivant, puis ainsi de suite comme ça pour la durée complète de sa conférence. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu Gary Vaynerchuk sur le OK. Bon, ben, c'est bon. Fait, il était pas là. Tu m'as eu celle-là. Mais sinon, tu as quand même eu beaucoup de noms aussi, des gros noms québécois. Là, Jean-Marc Léger, l'ancienne dragonne Daniel Henkel. Sinon, plusieurs autres. Là, on pourrait continuer pendant plusieurs minutes. Mais en fait, ma question était comment tu fais pour aller chercher des gros noms? C'est quoi ta technique, en fait, quand tu approches quelqu'un, quand tu vas aller chercher un invité? Il y en a toujours un. On commence toujours avec un quelque part à un moment donné. Fait qu'il faut qu'on commence avec la personne qu'on identifie comme étant un gros nom, parce que c'est ça la question. On veut identifier quelqu'un dans notre entourage ou qui est connecté indirectement. Là. Donc, notre deuxième niveau, mettons, de rencontre, pas de rencontre, mais le deuxième niveau de relation sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours. Là, fait que quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis on essaie d'aller en chercher un, comme ça. Puis après ça, tu vas chercher la personne qui connaît le gros nom ou tu vas vraiment chercher le gros nom? Tu sais, si mettons qu'un de tes chums qui connaît très bien, je sais pas moi, dans ton cas, Sylvain Guimond, par exemple. Ouais, ben j'ai eu Sylvain Guimond, justement. OK. Ben donc, Sylvain Guimond, c'est un tu sais, où ça pourrait être comment est-ce qu'il s'appelle, le gars qui fait les trucs avec le Canadien, là. En tout cas, ça, peu importe. Ça, c'est tout le temps plus dur, là, des grosses équipes professionnelles comme ça. Là. Bon, ben c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, mais Sylvain Guimond pourrait probablement être celui qui t'aiderait à avoir cette personne. Absolument, ouais. Donc, un coup qu'on a eu un, après ça, on est capable d'en avoir un autre. Puis après ça, ben, on peut se servir de l'autre. Puis des fois, à un certain moment, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est dans notre texte de présentation, quand on approche un gros nom, souvent, ça doit passer par un gatekeeper là, qui est une relationniste ou une équipe de relations de presse. Ouais. Puis la seule chose qu'on a à dire, c'est j'ai eu telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, ben, ça fait son chemin tout seul. Tu sais, une fois qu'on a eu 5, 6, 8, 10, ben là, après ça, on a juste à les mettre. C'est du name dropping, là, mais on a juste à le faire directement dans le message. Puis je dirais, c'est sûr que quand on parle des gros noms, faut s'attendre à avoir un taux de refus qui est beaucoup plus élevé. Là. Ouais. Mais même à ça, là, je te dirais facilement une fois sur deux, on va avoir un oui. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est tout ce que tu dis, c'est ce que je vis régulièrement, en fait. Là, d'ailleurs, j'avais eu la conversation avec ma conjointe qui, elle me disait un moment donné, tu vises trop haut, mais je disais, ben non, je pense pas. Je pense que je vais me faire refuser, puis à un moment donné, ils vont m'en dire, il y en a un qui va me dire oui. Là, l'important, c'est, je vais avec la quantité, j'écris à plusieurs, puis à un moment donné, il y en a un qui me dit oui. Là, puis, Puis la clé là-dedans, là, c'est de pas arriver. En fait, c'est d'arriver le moins possible froid. Fait que ça veut dire que c'est pour ça que je dis on commence avec quelqu'un qu'on connaît. Puis si c'est pas quelqu'un qu'on connaît, ben on va commencer par aller le connaître. On va commencer par aller interagir avec sur sa page Facebook. On va commencer par aller, je sais pas moi, acheter un livre, acheter une formation, aller le voir d'une conférence. Tu sais, on va essayer de boire le Kool-Aid, autrement dit. Là. On va s'immerser dans son univers à cette personne-là pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui va faire en sorte que quand on va écrire le message au final, ben la personne, elle va vraiment ressentir dans le message que on n'est pas un gars qui arrive de nulle part. Puis c'est pas un message qu'on écrit à tout le monde qui est le même message copié-collé 10 fois pour la même personne. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est personnalisé parce que la personne,
je t'ai vu en conférence à Sainte-Thérèse, telle date, telle ci, telle ça. J'ai adoré tel exemple que tu as donné dans ta conférence. Ça m'a vraiment connecté avec moi parce que j'ai vécu ça il y a 10 ans. Puis, tu sais, puis là, il y a une conversation qui s'amorce puis qui fait en sorte que la personne, elle sait que c'est vraiment quelque chose qui est fait avec bienveillance puis pour les bonnes raisons. Puis après ça, ben c'est beaucoup plus facile d'avoir des oui quand on le fait de cette façon-là. Parce que c'est sûr que du copy-paste, là, ça fonctionne pas. Là. Ouais, non. Puis sinon, toi, as-tu tendance à parler un peu des sujets de discussion que tu aimerais aborder avec l'invité ou pas nécessairement? Ouais, ben c'est primordial parce que justement, ça dénote que tu as pris la précaution de te poser la question, dans mon univers à moi, qu'est-ce que cette personne-là peut venir apporter à mon audience? Fait que ce que cette personne-là apporte à mon audience, c'est ça que je vais marquer dans le courriel. Puis je vais y dire, pour toutes les raisons que j'ai énumérées avant, je t'ai vu en conférence, j'ai lu ton livre, j'ai acheté ton programme, j'ai whatever, là, toutes ces raisons-là, je pense que tu es la personne clé pour traiter de tels sujets, puis mon audience adore quand on parle de ce sujet-là. Alors, c'est de ce sujet-là que j'aimerais qu'on traite ensemble. Vraiment intéressant. Je ne sais pas si ça va rapporter beaucoup d'infos à mon auditoire, mais moi, ça m'apporte beaucoup en ce moment. Puis j'ai pas mal fait le tour de mes questions, mais en terminant, je pense que c'est une bonne question pour terminer, mais tu as discuté avec énormément d'entrepreneurs à succès dans le cadre de ton podcast ou peut-être même de façon personnelle parce que tu es un entrepreneur aussi de ton côté. Fait d'avoir autant d'insights, en fait, de personnes différentes, j'aimerais savoir ton opinion. Qu'est-ce que tu crois qui ressort le plus comme recette, peut-être, pour connaître du succès entrepreneurial? Est-ce que tu as remarqué des similarités? C'est une très bonne question, Francis. C'est la clé si tu regardes tous les gens qui ont du succès, pour moi, c'est des gens qui sont authentiques. Tu sais, tu parlais tantôt, tu dis, tu as reçu des gros noms, tu as reçu Danielle Henkel. Danielle Henkel, je suis allé la rencontrer dans son bureau. J'ai amené mes micros, j'ai amené ma console. Je suis allé m'asseoir dans son bureau. Elle a une belle table de conférence vitrée en avant de son bureau qui donne sur la 13. c'est pas une vue paradisiaque, là, mais c'est ça. Puis, on s'est assis. On se connaissait un petit peu avant. On avait déjà travaillé ensemble dans l'entreprise familiale parce qu'elle avait investi à l'époque dans les Dragons, dans une entreprise qui fait des vêtements pour les femmes qui sont incontinentes. Fait qu'on l'avait aidé là-dedans pour la confection de ces vêtements-là. Et puis, fait qu'on s'était connus à ce moment-là, mais par après, j'avais essayé de l'avoir sur le podcast, puis ça a pris une grosse année et demie avant qu'elle me dise oui, finalement. OK. Puis là, ben, quand elle a dit oui, ben, on est allé s'asseoir là, puis j'aimerais ça, si c'est possible, que tu mettes dans les notes de ton épisode le lien vers cet épisode-là, qui est l'épisode 265. C'est marcobernard.ca/265. Okay. Puis les gens vont entendre toute l'authenticité, toute la bienveillance, toute l'attention que Danielle Henkel porte à la personne qui est assise devant elle. Peu importe si cette personne-là, elle a 180 millions en avant d'elle ou 18 $. Elle va avoir la même réaction, peu importe qui est en avant d'elle. Elle va recevoir les personnes toutes de la même façon dans son entreprise. Ça va être l'accolade, ça va être, mais là, peut-être pas dans ce temps-ci, mais ouais. c'était à l'époque l'accolade, c'est rempli d'amour, c'est rempli d'authenticité, puis ça se sent au micro. Les gens vont pouvoir écouter, puis ils vont l'entendre, cette authenticité-là. Puis ça, pour moi, c'est la différence entre est-ce que cette personne-là va avoir du succès ou non. Tu peux pas framer du succès, ça marche pas. Les gens vont voir à un moment donné. Ouais, puis ça paraît quand la personne flash aussi son succès, puis ouais. Mais flasher, à la limite, c'est tel que tel. Tu sais, il y en a des gens à succès qui aiment ça
se promener avec leur Tesla puis d'avoir des selfies avec la Tesla, ça les empêche pas nécessairement d'être authentique pour autant, tu sais. J'ai reçu Serge Beauchemin aussi. Serge, c'est une soie, c'est un entrepreneur émérite, incroyable. C'est quelqu'un qui c'est super le fun de discuter avec lui. Super belle maison, beau véhicule. Tu te promènes avec, mais ce gars-là, tu le rencontres dans une conférence, tu lui serres la main, il va te demander ton nom. Tu vas le revoir 2 ans plus tard, ou peut-être pas 2 ans, mais toi, tu le revois là, quelques mois plus tard dans une conférence, il va se rappeler de ton nom. Il va, tu sais, c'est des petits détails qui font en sorte que ces gens-là, ils ont ce petit plus-là d'authenticité qui fait que ils vont pour moi, c'est ça le succès. Le réel succès passe par l'authenticité. Et à partir du moment où ça, c'est là, ben, je pense que c'est juste la bonne clé. Là, Il y a une authenticité, mais j'entends aussi une générosité dans les anecdotes que tu me contes. Là. C'est beaucoup des individus qui vont être généreux de leur temps puis ils vont pas juste recevoir, ils vont donner beaucoup. Oui. Ah, on parlait de Sylvain Guimont tantôt, qui pour moi en est un aussi là, qui est dans le même moule. Oui, tout à fait. Tu as raison. Ouais. Fait que, en terminant, merci d'avoir été là sur le podcast. Tu parles de générosité, Francis. Moi, j'aurais quelque chose que j'aimerais offrir à ton audience. Oui, vas-y. Alors, on a parlé de persona pendant puis je pense que ça, pour les gens qui écoutent, là, tout le monde, à un moment ou à un autre, va avoir à créer du contenu à l'écrit, à l'audio ou à la vidéo, peu importe. Que ce soit simplement un courriel, un texte à faire, un blog à animer, un post sur Facebook, un post sur Instagram ou encore de la vidéo, de podcast, peu importe. La formation de ce persona-là, que j'ai bâti un outil qui fait en sorte que ça l'aide les gens qui sont dans l'Académie du podcast pour faire cet exercice-là en vue d'avoir le bon persona pour leur podcast. Mais c'est bon pour n'importe quoi. Cet outil-là, je vais leur donner gratuitement. Fait qu'ils auront juste à se rendre à marcobernard.ca/plein potentiel, donc comme ton vlog, et automatiquement, ils vont tomber sur une page là, qui va leur permettre de télécharger ce document-là qui va les aider dans la mise en application de leur persona pour être sûr qu'ils sont sur la bonne track avec ça. Donc, ça me fait plaisir de leur remettre ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Puis sinon, on profite-en aussi pour plugger où les gens peuvent te retrouver, évidemment. Oui, les gens peuvent me retrouver sur mes 2 podcasts. Donc, c'est trouvable dans n'importe laquelle des plateformes d'écoute, donc que ce soit l'Accélérateur ou l'Académie du podcast. Les gens vont pouvoir trouver ça à ces endroits-là. Sinon, sur mon site web, marcobernard.ca ou sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux, c'est @marcobernard. Donc, sur toutes les plateformes de médias sociaux, c'est le même handle. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Bonne fin de journée. Merci. Et je te réécris... juste en terminant, je te réécris quelques jours avant que ça sorte. Si jamais tu peux partager sur tes différents réseaux, ça fait tout à plaisir. Avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Good. Merci, c'était bien cool. Oui, c'était très cool. Salut, bonne soirée. À la prochaine, toi aussi.